Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de Bismart. Très heureux d'être avec vous. Émission en direct du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise. Vous connaissez nos rendez-vous et nos rubriques bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de la transformation sociétale des entreprises. La fondatrice de Maï Sésame nous explique pourquoi c'est si important. Elle sera avec nous dans quelques instants. Smart et réglo, focus juridique, les déplacements des salariés. Alors évidemment, il y a les déplacements avant Covid, ça c'est classique. Puis il y a les déplacements pendant le Covid. Et là, c'était des déplacements un peu plus courts, mais vous allez voir, c'est assez complexe cette question des déplacements. La pause café avec Fanny Griesmer. Votre métier fait plus rêver vos enfants. Oui, c'est un peu triste, les enfants, en tout cas les adolescents et les jeunes, rêvent d'autre chose. Fanny Griesmer nous explique tout dans quelques instants dans sa pause café. Le cercle RH aujourd'hui avec le secrétaire d'État en charge justement de la santé au travail et des retraites. Laurent Pietraszewski sera avec nous. On parle évidemment d'un ralentissement du télétravail, ça sera à partir du 9 juin. On fera le point avec lui évidemment sur les séquences de vaccination d'entreprise. Ça ne se passe pas si bien que ça. On fera le point avec lui. Il sera notre invité. Et puis fenêtre sur l'emploi, le recrutement et le CV avec deux frères jumeaux. Ils ont monté leur start-up Coopt 1 CV. C'est le titre et le nom de leur start-up. Ils seront nos invités à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on en parle beaucoup sur ce plateau, la transformation sociétale qui est un enjeu indispensable. On a beaucoup parlé des entreprises à mission ici sur le plateau. On a parlé de l'affaire Danone évidemment, qui était un peu le contrepoint, le contre-champ de ces entreprises qui s'engagent. Laurence Grandcola, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes la fondatrice de Maï Sésame. C'est une aventure personnelle, parce que vous avez vous aussi évolué, muté, créé en 2016. Depuis, vous avez accompagné 10 000 personnes. Précisons que vous touchez des grands groupes. Vous êtes Bicorp, donc c'est quand même pas rien. C'est pas si facile d'accéder à ce label Bicorp. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Pourquoi vous avez décidé, vous aussi, de créer votre entreprise et puis de vous asseoir avec des patrons et de leur dire « vous n'êtes pas sur le bon chemin » ? Alors en fait, moi j'ai un engagement sociétal qui date de ma petite enfance, puisqu'il se trouve que je suis née dans un terreau familial assez engagé, donc j'ai eu un parcours et un début de vie professionnelle assez classique. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait du conseil. HEC ? Oui, voilà, pour la nommer. J'ai fait du conseil dans un groupe américain. Et puis, j'avais cette quête de sens, cette envie de m'engager qui était présente parce que j'ai baigné familialement dans le monde des fondations et des ONG dès toute petite. C'est un hommage à vos parents que vous rendez là. Tout à fait, tout à fait. Et donc, au bout de quelques années de vie professionnelle, j'ai envie de faire ce shift et donc de mettre l'essentiel de mon temps au service de la transformation de notre économie. Et j'ai rencontré un réseau à l'époque qui s'appelait Ashoka, qui est un réseau qui accompagne et accélère des entrepreneurs à impact, des entrepreneurs à mission, des gens qui cherchent par l'entreprise à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux. Et j'ai adoré ce réseau, je l'ai co-dirigé pendant quelques années en France. Et puis après avoir été hyper excitée par ce que j'ai pu constater chez les entrepreneurs sociaux, j'étais un peu frustrée aussi de me rendre compte que tous mes anciens copains d'HEC n'étaient pas du tout dans ce mood-là. Vous n'avez pas cette culture-là en tout cas. Non, il y avait un vrai sujet culturel parce que pendant des décennies, on a dit le business c'est une chose. Et puis à côté, il y a l'impact social et les environnemental. petits oiseaux et la biodiversité. Exactement. Vous mariez les deux. Exactement. Ça, c'est la philosophie. Mais à un moment donné, vous êtes face à un grand patron, un décideur, un manager, un président d'entreprise. Quels sont les mots que vous utilisez pour justement lui dire « c'est bien, mais vous n'êtes pas sur la bonne route » ? Globalement, c'est déjà de leur faire prendre conscience que cette transformation sociétale, elle va être aussi radicale et aussi transformatrice que la transfo digitale. Et ça, je pense que de plus en plus l'entendent. Ah oui. Et que ça va être une vague qui va les challenger. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'autant il y a 5 ans, c'était un peu plus compliqué, autant aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de faits qui sont à nos côtés. Et il y en a plusieurs. Le constat, c'est que d'abord, les enjeux sont croissants et donc la responsabilité de chacun est engagée. C'est que les consommateurs demandent à l'entreprise et aux marques de s'engager. Et aujourd'hui, le digital leur permet de choisir des marques. Enfin, on voit... Moi, j'ai créé ma boîte. On était assis à côté du Yuka, à Station F. Donc, on s'est créé en même temps que Yuka, qui est maintenant utilisé sur 15 millions de téléphones de Français. Et c'est une manière pour les consommateurs de dire on veut savoir ce qu'on achète, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'empreinte écologique, quelle est l'empreinte sociale. Là encore, je dirais c'est la vision philosophique, c'est l'emballage. Très concrètement, comment vous faites ? On part du produit, on part de la philosophie, on part de la raison d'être, on rebâtit tout ? On part des gens, en fait.
Parce De qu'il y a l'humain. aussi de l'humain. Et il y a aussi une quête de sens énorme des salariés, et ça, les patrons l'entendent très très bien. Et donc, en fait, cette transformation de l'entreprise, elle doit passer par les gens. Et donc, on va leur dire comment vous engagez, comment vous répondez à cette quête de sens des salariés, aux demandes de vos consommateurs, et comment vous transformez radicalement vos modèles économiques et vos produits. Et donc, concrètement, ça prend la forme de séminaires d'engagement, de formation. Nous, on s'est créé autour d'une mission qui est faire basculer les gens. Faire basculer les gens pour qu'ils s'emparent de cette transition sociale et environnementale dans l'entreprise. Et cette bascule, elle passe par de l'accompagnement conseil, de la formation, de la facilitation. Ils vous disent quoi? Ils vous disent, quand vous parlez de bascule, il y a un moment donné, on vient vous voir, on vous dit, j'ai vraiment pris conscience que j'étais pas sur la bonne route. Oui, à titre personnel d'ailleurs parfois. Personnel, mais souvent ça reste le sujet d'un dirigeant éclairé ou d'une équipe RSE qui est un peu isolée. Et nous on leur dit c'est super que toi, dirigeant, tu aies pris conscience, mais faut que ça descende, voilà, tout en bas. Et donc pour ça, il faut engager plus largement et faire une transformation massive. On va être dans une relance, peut-être, on nous l'annonce en septembre, avec une crise lourde pour les entreprises. C'est le bon moment de se transformer ou pas? Parce qu'il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, mais attendez, moi je suis déjà en train de gérer ma masse salariale, je suis en train d'essayer de voir ma trésorerie, et puis en plus de ça, on me demande de me transformer. Est-ce que c'est pas le bon moment, justement? Ben oui, parce qu'en fait, je pense qu'il faut changer d'état d'esprit et plus se dire que ce sujet de la transformation, c'est une contrainte, mais que c'est une opportunité. Oui. C'est une opportunité de faire différemment, de faire de façon plus frugale, parce que quand on consomme moins de ressources, qu'on fait du bien à l'environnement, on fait du bien à sa base de coûts, d'aller toucher des nouveaux marchés, des clients qu'on n'allait pas adresser, qui sont des clients en fragilité financière, mais les servir vraiment avec des bons produits, c'est tout le sujet des business inclusifs. Enfin, il y a plein de choses Et c'est de la marque employeur, hein, si je peux me permettre. Et en plus, évidemment, ça engage et ça fait que les gens restent chez vous. Un exemple concret, parce qu'on le connaît, on a beaucoup parlé là, des entreprises qui cartonnaient dans le monde et de ceux qui réussissaient, les milliardaires dans le monde. Les Français étaient bien placés, notamment aussi grâce au succès de L'Oréal. C'est un de vos clients. C'est mastodontique, L'Oréal. C'est gigantesque. Vous êtes rentré par quelle porte et qu'est-ce que vous avez transformé? Nous, on a transformé L'Oréal France. Et je peux c'est déjà bien. Et c'est déjà pas mal. Et on a travaillé du coup avec à la fois la direction générale et un DG qui était très engagé, Hervé Navellou, mais aussi les équipes marketing. Et puis en fait, on a engagé 1000 collaborateurs sur 2000. Donc on voit qu'on est à une échelle qui est vraiment transformatrice. Et il y a du boulot chez L'Oréal, hein, parce qu'ils sont partis entre des produits, des sourcings, des packaging, des PLV qui sont non recyclables. La fabrication de leurs produits, c'est un sujet. Et la distribution. Et on voit qu'entre le moment où on a commencé à travailler avec eux en 2017 et aujourd'hui, il y a des choses incroyables qui se sont faites. Des nouveaux produits sourcés localement, bio, avec un packaging recyclé, des usines qui fonctionnent en circuit fermé d'énergie et d'eau, enfin beaucoup de choses. Et nous, pour ça, on a engagé les équipes, on les a fait bosser, on leur a montré aussi ce qui se faisait ailleurs, parce que c'est aussi ouvrir l'entreprise sur l'extérieur. Ça existe, on peut le faire. Exactement, montrer que c'est possible. Je ne veux pas scier la branche sur laquelle vous êtes assise, mais on se dit, mais ça devrait être à l'entreprise de prendre en main cela. Et on découvre quand même que pour plein de sujets, même l'innovation industrielle, ça vient jamais de l'entreprise, ça vient toujours de l'extérieur. C'est toujours quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire vous, Maï Sésame, qui dit, on va vous accompagner. C'est étrange, ça, comme... Oui, mais c'est pas de l'intérieur qu'on fait les révolutions. On n'a pas tout à fait cette posture-là, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut enclencher, catalyser, donner envie. Et ça part. Et ça part. Et après, L'Oréal a fait sans nous. Et c'est super, enfin, ils connaissent leur métier. Moi, je ne sais pas fabriquer un shampoing, ni le vendre, ni le marketer. Donc, parfait. Donc nous, on est vraiment des catalyseurs, on crée cette bascule, on engage, on donne envie et ensuite les entreprises s'emparent du sujet. La suite de votre aventure, donc c'est combien? 7 salariés, 8 salariés? Oui, on est une petite dizaine. Une petite dizaine de salariés donc qui vont ensuite se déplacer, faire des ateliers avec des thématiques parce qu'il faut avoir des compétences particulières pour pouvoir... Alors effectivement, on a développé une expertise, il y a beaucoup de sujets parce que quand on parle d'économie circulaire, c'est pas pareil que quand on parle de silver economy ou de business inclusif. On a évidemment un réseau d'experts et de partenaires qu'on mobilise, c'est plus de 200 personnes qui sont des experts pointus sur chacun des sujets. Donc ça, vous les activez lorsque... On les active sur les interventions spécifiques sur lesquelles ils seront pertinents. Et puis, on s'associe avec des partenaires aussi. Type, là, on a lancé une grosse initiative avec Publicis pour la dimension communication responsable parce qu'il faut toucher tous les métiers. Bien sûr. Et puis, le digital. Ça, on a toujours été sur des innovations aussi sur comment on engage les gens. Nous, on a, depuis plusieurs années, investi dans des produits digitaux qui permettent de massifier parce que c'est vraiment un sujet d'engagement de tous les collaborateurs. On avait Blue Nov hier, vous avez peut-être vu notre émission, il parlait de cette massification grâce au numérique, on peut toucher encore plus de monde. J'imagine que c'est une réflexion que vous menez aussi, d'avoir le bon outil pour toucher au plus près, au plus bas
dans Tout l'entreprise. le monde. Et alors, ça remplacera jamais les moments en présentiel. Bien sûr. Donc, on lit ça, ce qu'on appelle en formation du blended. On a le digital et le présentiel. Mais oui, cette massification, on est sur des transformations qui sont tellement radicales pour l'entreprise qu'il faut que tout le monde soit engagé. Irrémédiable pour vous. Irréversible. Irréversible, Ouais. c'est le bon mot. Nous, notre mission, c'est de créer des bascules irréversibles. On ne peut plus demain monter une entreprise, développer une entreprise sans mettre dans le cœur de la stratégie la résolution des enjeux socio-environnementaux. Sans compter, j'imagine que c'est une donnée avant de nous quitter que l'entreprise prend en compte, c'est sa notation. C'est le fait que si elle est vertueuse, les marchés financiers réagissent mieux. Elle a plus de consommateurs, elle retient ses talents. Donc, de toute façon, il y a aussi des intérêts pur business à y aller. Laurence Groscola, merci d'être venue avec nous. C'est une question parfois traditionnelle que je pose. Vous êtes bien dans votre job, vous êtes contente d'avoir fait le grand saut et d'accompagner ces entreprises? Je suis très contente, l'entrepreneuriat, c'est très excitant et je suis sur un sujet qui est quand même d'avenir et porteur. On va en parler avec Fanny Griesmer dans notre pause café sur les métiers. Les ados regardent le métier de leurs parents, n'ont plus vraiment envie de le faire. C'est cette question-là qui est posée. J'espère que mes ados auront envie de faire mon métier. Je l'espère. Merci d'être venu. My Sésame, créé en 2016. Bicorp, c'est important parce qu'on avait souvent Welcome to the Jungle sur notre plateau et on parlait beaucoup de Bicorp. Label Bicorp, c'est pas rien et elle accompagne à la transformation sociétale, environnementale et sur plein d'autres sujets. C'est une bascule de l'individu. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Smart et Réglo, focus juridique. Ça, c'est les déplacements des salariés. Oh là là, c'est le casse-tête. Quand on est en voiture et qu'on va au travail, l'accident du travail, c'est un sujet de fond qui s'est complexifié parce que maintenant, on va de la cuisine jusqu'à la machine à café, mais c'est à la maison, c'est plus compliqué. C'est tout de suite. Smart et Réglo. On parle de droit, oui, c'est Smart et Réglo, c'est le focus juridique. Thierry Meillat, merci d'être avec nous. Avocat en droit social, cabinet Hogan Lovells. On parle du déplacement des salariés. Commençons, si vous le voulez bien, puisqu'on aura dans quelques instants le secrétaire d'État en charge de la santé au travail, donc il est un peu penché sur ces questions. Avant Covid, les déplacements des salariés, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, en fait, il y a une règle. La règle de base. Je citerai qu'un article du Code du travail, le L3121-4, qui... il est intéressant, il est à lire, il y a tout dedans, à peu près. Et en fait, le principe, c'est que les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif. Bon. Ça veut dire que ça n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ça veut dire que ça ne rentre pas en ligne de compte pour le calcul des durées maximales, notamment pour les cadres au forfait jour. Donc les 10 heures maximales, ça ne rentre pas en ligne de compte. Donc s'il fait 2 heures de transport, Alors, ça, c'est les trajets inhabituels. Et donc là, effectivement, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Donc il y a le temps, vous fermez la porte de votre maison, vous prenez votre train, votre métro, votre vélo, votre voiture et vous allez au travail, ça ne compte pas. Mais à l'intérieur de ces 10 heures de travail, enfin en tout cas du travail mené, si on se déplace, là ça compte. Alors, si vous arrivez à l'entreprise et que vous repartez pour faire des déplacements, ça c'est du temps de travail effectif. Voilà. Il n'y a pas de débat on va dire, au dernier rendez-vous. Donc ça, jusque-là, jusqu'au moment où on reprend la voiture ou le métro pour rentrer chez soi. Le problème, c'est les trajets entre le domicile et un lieu de travail inhabituel, c'est-à-dire pas le bureau, mais par exemple un rendez-vous client ou le cas du salarié qui doit aller à Marseille alors qu'il travaille à La Défense. Et donc là, vous avez des temps de trajet qui peuvent dépasser de beaucoup, en fait, le trajet habituel et qui empiètent sur l'horaire de travail. Donc ça, c'est décompté, on est d'accord? Non, justement non. Et justement non, parce que comme on n'est pas passé par l'entreprise, c'est pas considéré comme du temps de travail effectif, donc ça ne compte pas pour les heures supplémentaires, ça ne compte pas pour les durées maximales, mais ça doit faire l'objet de compensation par accord collectif ou à défaut d'accord collectif par décision de l'employeur, après consultation des représentants du personnel. Thierry, je le dis simplement, je sors de chez moi, je mets la clé dans ma porte, je la ferme. Je ne passe pas par l'entreprise, je vais directement à Marseille parce que j'ai un rendez-vous. Les 4 heures ou les 3 heures de transport qui m'ont emmené sur mon lieu de rendez-vous commercial, par exemple, n'est pas compté dans mes heures de travail. Pas du tout. Pas du tout. Mais l'employeur doit vous donner des compensations en argent ou en temps. C'est-à-dire que c'est soit du repos, soit de l'argent. Ça dépend beaucoup. Alors là, il y a énormément de possibilités. Et il faut savoir que certaines conventions collectives contiennent des dispositions, notamment la convention collective Syntec, qui est assez connue des cadres, contient des dispositions spécifiques en matière de frais de déplacement. Donc on voit bien les limites et l'argument que peut utiliser un salarié en disant « mais attendez, moi j'étais sur l'accident lors de ce déplacement. Je ferme la porte de ma maison, je prends mon vélo, je suis renversé à 10 minutes de mon lieu de travail. » Est-ce que je suis considéré là, est-ce qu'on peut considérer cet accident comme un accident du travail? Alors, sujet qui intéresse beaucoup d'expérience les salariés et qui a beaucoup évolué. En fait, ça a beaucoup évolué parce que la définition d'accident du travail a changé. Pendant longtemps, c'était au temps et au lieu du travail. C'était très restrictif. Maintenant, c'est devenu
à l'occasion du travail ou du fait du travail. C'est beaucoup plus large. Et donc, le principe, normalement, c'est que si vous avez l'accident entre votre domicile pendant votre trajet habituel, c'est traité ce qu'on appelle un accident de trajet, pas un accident du travail, qui est un régime beaucoup moins favorable que celui de l'accident du travail, qui crée des règles d'indemnisation. Donc, c'est important de le dire parce qu'il y a une confusion chez les salariés. Alors ça n'a pas beaucoup changé, sauf exception, mais disons que le trajet habituel est encore traité, peut-être pas pour longtemps, en accident de trajet et pas en accident de travail. Par contre, le salarié qui est en déplacement, par exemple, plusieurs jours, parce qu'il part à l'étranger ou il part en province dans le cadre de ses fonctions, et qui a un accident. Là, il y a eu un renversement de jurisprudence qui décide désormais, depuis les années 2017-2019, que ce sont des accidents du travail parce qu'ils sont liés au travail. Et du fait du travail, ça va très loin, parce que vous avez un arrêt qui a défrayé la chronique de la Cour d'appel de Paris qui a décidé qu'était un accident du travail le décès d'un salarié parisien en mission à Orléans qui est mort dans une chambre d'hôtel en compagnie d'une prostituée. D'une prostituée, c'est tout Et à fait la Cour exact. d'appel de Paris a considéré que c'était quand même du fait du travail. Vous avez un autre exemple, un autre arrêt. Incroyable cas. Mais vous avez un autre exemple du salarié qui est en déplacement en Chine, qui se blesse à 3h du matin sur un dance floor dans une boîte de nuit à Pékin. Et en fait, la Cour de cassation considère que c'est un accident du travail. Donc vous voyez qu'en fait, en réalité... C'est un abus de droit, là. Non, c'est une interprétation extrêmement extensive qui est liée quand même à la modification par le législateur de la définition. Ça va loin quand même. Mais ça va très très loin, ça interroge un peu. C'est vrai que vous avez raison, cette affaire de cet homme à Orléans avait défrayé la chronique. On bascule à mars 2020. Je glisse sur mon carrelage mouillé en me servant un café pour rejoindre mon lieu de travail qui est mon bureau à 3 mètres. Je suis en télétravail. Comment ça marche ? C'est un accident du travail très probablement parce que c'est du fait à l'occasion, mais c'est pas du déplacement à proprement parler. On ne peut pas considérer qu'on s'est déplacé. Non, on n'est pas en train de se déplacer. Et pourtant, on s'est déplacé. Oui, on est sur son lieu de travail. Alors, ceci étant, on est encore en phase de construction. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence sur le sujet. On n'a pas, à ma connaissance, on n'a pas encore de jurisprudence sur la notion de déplacement en télétravail. En tout cas, les dispositions légales n'ont pas changé du tout. Thierry, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup ici de ces lieux tiers, du coworking. Ouais. Je ferme la porte de ma maison, je vais sur un lieu tiers qui se trouve à 1 kilomètre. Est-ce qu'en allant sur ce lieu tiers, j'ai un accident ? On peut considérer que là aussi, le lieu tiers étant un lieu détaché, qui n'est pas lié juridiquement à l'entreprise, à mon entreprise, est-ce que c'est un accident du travail ? Est-ce que je suis en déplacement professionnel ? Comment on fait ? Il faudra décider. Encore une fois, la notion, c'est le lieu habituel. Donc en fait, tout le débat qu'il va y avoir et qui n'est pas tranché, ce sera qu'est-ce que c'est mon lieu habituel de travail ? Ou est-ce que j'en ai plusieurs ? Selon les jours. Et ça rejoint ce qu'on a dit lors d'une précédente émission, importance dans le cadre du télétravail et des accords de télétravail de définir le lieu de travail ou les lieux de travail. Je me répète, ça crée plein de problèmes si on ne le fait pas. D'accord, donc c'est important, c'est très important. Et d'ailleurs, on posera peut-être la question au ministre tout à l'heure sur cette question du télétravail dans sa définition. Ça peut être le lieu tiers, ça peut être le domicile et ça peut être aussi l'entreprise parce que c'est aussi un lieu où on va... Merci pour le télétravail, en fait, entre l'entreprise et le télétravail à temps partiel, on va dire. Merci Thierry Meillat d'être venu sur notre plateau. Merci d'être avec nous. Exceptionnellement, nous allons ouvrir notre cercle RH avec, je l'évoquais, le secrétaire d'État en charge justement de la santé au travail, mais aussi des retraites, Laurent Pietraszewski. On va pouvoir lui poser toutes les questions. Peut-être qu'il est en train de faire lui-même avancer la jurisprudence. Allez savoir, c'est tout de suite. Le cercle RH, un débat, un face-à-face entre deux invités pour parler de la vaccination de l'entreprise. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la sortie d'un rapport de l'Association nationale des DRH. On va parler du télétravail parce qu'à partir du 9 juin, tout ça change, évolue. Est-ce qu'on revient en arrière ? Est-ce qu'on fait avancer réellement le droit du travail justement en matière de télétravail ? On en parle avec mes invités. Laurent Pietraszewski, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que l'emploi du temps est évidemment serré. Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail en charge des retraites, tiens, peut-être qu'on en parlera, parce que vous avez toujours la prérogative des retraites et de la santé au travail, et vous étiez hier, je crois,
chez Safran, très grande entreprise, pour bien constater ce qui se passait dans cette entreprise concernant les vaccinations. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis, Gépi Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social au barreau de Paris, enseignante à Paris 1, et puis vous avez sorti une note très détaillée, très instructive sur le diagnostic d'abord du télétravail pendant cette année, et puis sur potentiellement ce qui pourrait se passer. On avait un avocat il y a quelques instants et qui disait qu'il va falloir quand même commencer à cadrer les déplacements professionnels entre les lieux tiers. Il y a beaucoup de questions. Laurent Pietraszewski, une question, une seule, politique. Vous êtes toujours tête de liste dans la région Hauts-de-France. Oui, je suis tête de liste Vous en l'êtes, France. Mais... malgré les rumeurs. D'abord, il n'y a pas de rumeurs. Si. C'est la presse bruisse, mais la réalité, c'est celle que je porte. Et vous savez que le besoin de notre région Hauts-de-France, c'est d'être réunis pour à la fois lui redonner sa fierté et tout faire pour que le risque d'arriver en responsabilité du Rassemblement national ne se produise pas. Donc vous tordez le cou à toutes ces rumeurs des conseillers élyséens qui, dans votre dos, prépareraient l'arrivée de M. Dupond-Moretti, nordiste comme vous. Non, mais moi je ne crois pas du tout à ces rumeurs. Vous savez, moi, la politique, j'en fais depuis 3 ans et demi. J'ai une vision extrêmement pragmatique. Ouais. J'ai une vision extrêmement pragmatique de la réalité. Donc moi j'avance et je continue à avancer. Et vous faites votre campagne et votre chemin. Et vous continuez vos actions de ministre, parce que c'est important quand même de préciser que vous êtes au contact des entreprises. Un mot d'abord sur la vaccination en entreprise. MEDEF, CFDT vous interpellent, vous disent, écoutez, c'est formidable, monsieur le ministre, mais on n'a pas de dose. Et j'ai lu en plus, rajoutant évidemment un peu de stress au stress, que c'était surtout des doses AstraZeneca, compte tenu de tout ce qu'on sait sur les hésitations des Français et des salariés. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Bon, alors d'abord, on va se redire les choses clairement. Quelle est la situation aujourd'hui ? Lorsqu'on est salarié et qu'on a des fragilités qui sont des problèmes de santé, par exemple du diabète, dès que aujourd'hui on a 18 ans qu'on est concerné, on peut se faire vacciner. Voilà. Il y a aussi pour tous les autres, et à partir de 50 ans, la possibilité de se faire vacciner. Et puis, dans l'ensemble de ces catégories de Français qui peuvent se faire vacciner, il y a de nombreux salariés. La médecine du travail prend toute sa part dans cette stratégie vaccinale. Un chiffre, pas trop de chiffres, ouais, pas trop de chiffres, trop, ouais. mais un peu quand même. Allez, plus de 500 000 injections réalisées par les médecins du travail, par les professionnels de santé de la médecine du travail. C'est quand même extrêmement sérieux, c'est un engagement fort. Plus de 2500 médecins du travail qui sont engagés dans cette stratégie vaccinale. Cela fonctionne très bien, à due proportion de leur rôle. Et je crois que c'est un élément. Vous savez, la médecine du travail, c'est 8000 professionnels de santé qui sont des tiers privilégiés, des gens que les salariés ont bien identifiés. Eh bien, ils font Vous êtes sûr de tout ça ? leur rôle, bien sûr. Ils font tout leur rôle, et qui est un élément de la stratégie vaccinale. Ce n'est pas toute la stratégie vaccinale de notre pays. On dira un mot tout à l'heure de ce qu'on s'est dit chez Safran hier avec Elisabeth Borne, notamment sur la volonté de mettre en œuvre des dispositifs tests pour s'appuyer encore plus demain sur les services de santé au travail en matière de vaccination. Donc vous valorisez et vous validez la stratégie vaccinale en entreprise, parce que certains, même sur place, disent mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On n'a pas les outils, on n'a pas les vaccins. Qu'est-ce que vous leur répondez ? On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je vous dis qu'il y a plus de 500 000. Sur le fond, ce n'est pas moi. C'est vos chiffres. Pas un chiffre. C'est les chiffres des saisies. C'est-à-dire quand vous vaccinez quelqu'un, vous êtes obligé de renseigner l'information pour que ça soit suivi. Donc sur 500 000 vaccinés. Plus de 500 000. C'est 520 000 injections. Donc c'est tout à fait significatif. Et ça concerne qui ? Ça concerne essentiellement les personnes qui, du coup, ont décidé de se faire vacciner dans le cadre de leur activité professionnelle auprès de la médecine du travail, mais ils peuvent aussi le faire auprès de leur pharmacien, auprès de leur médecin généraliste, auprès d'un centre de vaccination. Donc, encore une fois, ce n'est pas une réponse unique pour les salariés. Ouvert bientôt à tous dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi ce débat, et je vais vous donner la parole, mais c'est vrai que cette stratégie vaccinale qui démarrait de l'EHPAD aux 55 ans, aux comorbidités, on lit, on entend que dans certains centres de vaccination, hors entreprise, tout le monde y va. C'est ouvert presque à tout le monde. Est-ce que dans l'entreprise, ça doit être pareil ? Le jeune salarié de 20 ans peut y aller aussi. Oui, Arnaud Ardouin, il y a une stratégie vaccinale qui, dans notre pays, est très claire. Elle s'appuie sur les recommandations des hautes autorités de santé, qui est on protège d'abord les plus vulnérables. Et croyez-moi, cela fonctionne. Quand on discute avec des professionnels de santé en réanimation, ils vous disent nous n'avons plus dans nos réanimations de Français qui ont plus de 75 ans, plus de 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été vaccinés. Donc ça veut dire que la stratégie est la bonne. Nous
avançons dans cette stratégie. Je viens de vous le dire, pour notamment les plus de 18 ans qui ont des fragilités, eh bien, nous serons aussi bientôt en population générale, on vous l'a dit, après le 15 juin. Et je crois que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les Français. Il y a beaucoup d'appétence pour cette vaccination. Il y a une volonté de retrouver pour nous tous une vie plus normale. Et la vaccination, c'est la réponse. Et les jeunes qui, pour certains, pour tous d'ailleurs, vont devoir passer le bac français, vous l'avez entendu, hein, et le bac avec le grand oral, certains font un peu la tête, il faut qu'ils soient en forme. Gépi Koudadji, vous avez fait cette étude, vous êtes avocate en droit du travail. Ce débat, on l'a depuis presque un an. Certains ont dit le télétravail, ça ne marchera pas, parce que les salariés sont trop loin. D'autres ont dit c'est formidable le télétravail, c'est génial, on autonomise, on donne de la confiance. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'avocate ? Est-ce que le droit est armé pour, à partir du 9 juin, parce que beaucoup d'entreprises ont déjà signé des accords de télétravail, je pense à des banques qui autorisent leurs salariés presque aux 3/4 à faire du télétravail, être en distanciel. On est prêt, là, le droit est prêt pour accueillir cette nouvelle manière de travailler ? Alors oui, le droit me semble prêt pour accueillir cette nouvelle manière de travailler. Je vais juste rappeler les règles très rapidement. On sait qu'il y a un ANI qui date de 2005. On a le Code du travail consultatif, hein ? Oui. Tout à fait. Le premier année de 2005, le Code du travail qui prévoit des règles. Le télétravail peut être mis en place de plusieurs manières, par accord d'entreprise. Donc là, c'est la place des partenaires sociaux et du dialogue social. C'est en cours. Hein, c'est en cours. Et là, il y a de plus en plus de négociations dans les entreprises. Et il y a également de nombreux accords qui ont déjà été conclus dans les entreprises. En 2020, on compte déjà plus de 700 accords d'entreprise déposés sur le télétravail. Donc le dialogue social est en cours. Ça va continuer dans la mesure où, après le 9 juin, le gouvernement demande aux employeurs de poursuivre cette stratégie de télétravail et de déterminer par eux-mêmes le nombre de jours télétravaillés. Donc, si les partenaires sociaux prennent le sujet en main, nous avons évidemment toutes les armes pour régler cette question. C'est-à-dire, Laurent Pierzewski, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Les syndicats, vous les avez en face de vous très régulièrement dans des négociations sur tous les sujets dont on vient de parler. Et puis, toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec Elisabeth Borne, nous faisons une séquence de travail avec eux, au regard d'ailleurs de la situation sanitaire, et nous évoquons évidemment les sujets de télétravail. Les syndicats étaient un peu le pied sur le frein sur le télétravail. On a eu le représentant de FO, le patron d'FO, qui disait mais oui, mais non. Quelle est la ligne des syndicats sur cette question ? Est-ce qu'ils sont très progressistes en disant ben oui, c'est formidable le télétravail, ou est-ce qu'ils sont un peu hésitants ? Bon, vous ne m'en voudrez pas de ne pas porter, moi, la voix des organisations. Non, mais vous les rencontrez. J'ai porté celle du gouvernement, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais vous dire quand même un mot. J'ai entendu Maître Koudadji ici rappeler la réalité de ce qui a été négocié par les partenaires sociaux. Nous avons, en fin d'année dernière, un accord interprofessionnel sur le télétravail. C'est quand même une belle victoire du dialogue social. Et ça répond un peu à votre question. Je ne voulais pas renvoyer uniquement... Donc, ils jouent le jeu. Moi, j'ai le sentiment que les partenaires sociaux ont envie de jouer le jeu, et surtout parce qu'ils ont bien compris. Vous savez, cette crise sanitaire, je crois qu'elle a révélé l'importance de ce dialogue social de proximité que moi, je défends depuis plus de 3 ans, d'abord aux côtés de Muriel Pénicaud, et maintenant aux côtés d'Elisabeth Borne. Et qui fonctionne. Oui, qui fonctionne, oui, parce que en vérité, tout ne se décide pas de Paris. Il y a des réalités qui sont différentes dans les entreprises. On a besoin d'un cadre, bien sûr. Il faut un cadre, et tant mieux si c'est un cadre négocié, contractuel, interprofessionnel. Parfois, ça peut être la loi aussi, bien sûr. Et cela, ça se décline dans la réalité des entreprises. Donc moi, je réponds à votre question en disant, moi, je sens une volonté des partenaires sociaux aussi bien côté patronal que syndical, d'avancer. Il y a un débat, évidemment, alors, qui sont les lieux tiers, qui sont les créations de coworking. On assiste quand même, l'avocate et la citoyenne, on assiste quand même à une révolution du monde du travail. Cette crise Covid a été un accélérateur incroyable. C'est la loi Warsmann, hein. Vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est le député Warsmann, ça remonte un tout petit peu pour ceux qui connaissent l'Assemblée, qui avait mis le mot télétravail. Et puis il y a une accélération incroyable sur cette question de télétravail. On ne reviendra jamais en arrière. Alors, c'est difficile. C'est une question fondamentale, ça. Oui, c'est difficile de faire des pronostics, mais au vu des accords qui sont négociés dans les entreprises et des propos qui sont tenus par les DRH, le télétravail va continuer à se développer. Il sera très difficile de revenir au monde d'avant crise Covid. Les entreprises, les grosses, créent des accords. Je parle des PME, des TPE, de toutes ces petites boîtes. C'est plus compliqué. Comment on fait avec elles ? Parce qu'il y a les grands groupes qui créent des accords qui sont plutôt assez agréables pour les collaborateurs. Ils ont des choix, ils ont 10 jours de présentiel, tout le reste, c'est où ils veulent.
C'est pas vrai pour les petites entreprises, c'est plus compliqué. Comment on les accompagne sur cette question du télétravail? D'abord parce que les petites entreprises, elles sont aussi très sensibles à ce qui est fait au niveau des branches, et que les branches, là, ont un vrai rôle à jouer. Vous savez, dans ce dialogue social de proximité qu'on a évoqué, on va dire il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la loi, et c'est le droit commun, ça s'applique. Voilà. Il y a les possibilités qui sont données aux branches d'incarner des réalités qui sont propres à leur activité professionnelle, et puis après, une déclinaison en entreprise, en fonction de la réalité qu'on a évoquée, entreprise par entreprise. Moi, je crois, et j'ai confiance là dans le travail des branches qui peut être fait de manière à alimenter les TPE-PME. C'était d'ailleurs un des leviers principaux de ce qu'on a appelé les ordonnances pénicaux, c'est-à-dire de donner de l'espace aux branches. Et vous savez d'ailleurs que pour le sujet, les partenaires sociaux, et vous parlez des organisations représentatives des salariés tout à l'heure, étaient plutôt allantes dans leur majorité sur le sujet. Un mot sur ces aides. Près de 500 milliards, le coût du Covid, hein, hors dette structurelle, c'est 500 milliards. Beaucoup, et vous les rencontrez sur le terrain, vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain comme ministre, mais aussi en campagne. On vous dit, mais vous la retirez quand cette prise, et à quel moment je me retrouve les pieds dans le vide? Comment ça va se passer, ça? Parce que la difficulté, c'est la transition, et vous le savez très bien. Vous avez raison. D'ailleurs, ce sujet de la transition, c'est un sujet qui préoccupe le gouvernement et sur lequel il est acteur. Septembre? Soyons clairs. Nous avons à la fois Bruno Le Maire, à la fois Alain Griset qui sont là-dessus aux manettes. Eh bien, ils ont déjà annoncé l'un et l'autre qu'il y aurait une progressivité. Il ne s'agit pas de débrancher les aides de façon abrupte. C'est l'inquiétude. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs la meilleure façon de mettre en difficulté la reprise économique que nous construisons. Si nous avons investi auprès des salariés, je le rappelle, parce que le système de chômage partiel, d'activité partielle dans notre pays a été le plus solidaire, le plus généreux d'Europe. Nous l'avons fait vis-à-vis des salariés, mais nous l'avons fait aussi vis-à-vis des entreprises, en leur permettant de garder la tête au-dessus de l'eau. Et de repartir plus vite. Bien sûr, et évidemment, nous n'avons pas fait tout ça pendant un an pour, à un moment donné, les mettre en difficulté au moment de reprendre. Donc nous ferons ça très progressivement, et vous le savez, on a annoncé, Alain Griset l'a fait très récemment, un certain nombre de mesures pour dire, notamment d'ailleurs aujourd'hui, qu'on prenait en compte les difficultés qui sont liées au stock, nous prenons aussi en compte les difficultés qui sont liées à la perte de chiffre d'affaires, et dans des proportions qui sont moindres que celles qui avaient prévalu lors des premiers temps. Je vous donne la parole, mais un mot, parce que vous avez finalement une mission assez transversale, parce que vous parlez de travail, de négociation, de santé, donc vous touchez finalement à plusieurs ministères. On est dans les bons délais là, par rapport à ce qui avait été annoncé, hein, dans les tranches de vaccination. On est bon, on est dans les clous, on tiendra nos délais, ou on est au-dessus? On va tenir nos délais, on est mieux que nos délais d'ailleurs. Hein. Vous savez qu'on est déjà à plus de 15 millions de premières injections, donc on a cet engagement qui est présent, et je crois, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de mon propos, il y a une véritable volonté de la part des Français d'avoir accès à cette vaccination, et nous avons, grâce à l'organisation qui a été mise en place, notamment par ma collègue Agnès Pannier-Runacher, un flux entrant de vaccins, pardon pour le terme un peu technique, mais vous voyez, on voit bien qu'on monte dans ce flux logistique. Il y a des vaccins, et les Français peuvent aller se faire vacciner. Je leur dis, il y a quand même des centres de vaccination qui sont ouverts à tous. Hein. Bien sûr. Non, mais au-delà des... Dans les tranches d'âge. Dans les tranches d'âge, voilà. on est d'accord. Donc tout doucement, on est en train d'assouplir. Les centres de vaccination sont évidemment accessibles. En fait, c'est relativement simple, parce que l'idée est toujours la même. On protège d'abord ceux qui sont les plus fragiles. Voilà. Et après, ça a parfois été contesté. Les jeunes ont dit on aurait dû commencer par les actifs, par ceux qui étaient dans l'entreprise et qui étaient les forces vives. Mais cette question a été posée. On a un bon exemple du fait qu'on a été en sécurité dans l'entreprise et qu'on l'est toujours, par les protocoles que j'ai d'ailleurs personnellement mis en œuvre dès le mois de mai de l'an dernier, avec une présence forte des partenaires sociaux, on en parlait tout à l'heure, aussi bien côté patronal que syndical, pour faire qu'on soit en sécurité en présentiel dans les entreprises. Donc vous voyez, je crois que la stratégie de protéger les plus faibles, elle a été la bonne, elle est la bonne, et on a réussi en entreprise à protéger tous ceux qui étaient là. J.P. Koudadjé, la question du présentiel. Excusez-moi de revenir en faisant des pas sur le droit et je dirais l'action gouvernementale, mais on doit laisser le salarié libre. Une entreprise peut imposer ses règles, ou on doit laisser le salarié. Certains disent, je me sens très bien en télétravail full remote, plein temps. Moi, je ne me sens pas bien en full remote, je veux être dans l'entreprise. Comment on fait là? Comment le droit s'organise pour cela? C'est chacun choisit? Chacun choisit, mais pour mettre en place le télétravail, il faut un double volontariat et le consentement du salarié et de l'employeur. Donc si le salarié ne souhaite pas télétravailler et revenir dans l'entreprise, on se heurte à une difficulté, et la mise en œuvre du télétravail me paraît très difficile, voire impossible. Donc on n'impose pas aux salariés? Hors crise sanitaire.
Hors crise sanitaire, puisque là, jusqu'au 9, il y avait obligation d'un 100% télétravail, sauf pour ceux. Aujourd'hui, après le 9, les avocats vont être consultés. Vous allez avoir des gens qui vous disent, mais on m'oblige à rester chez moi parce que l'entreprise revoit ses surfaces d'entreprise, réduit ses locaux et oblige. On n'a pas le droit à ça. C'est un principe de double volontariat qui est posé par l'ANI et le Code du travail. Donc, c'est pas possible. Avant de nous quitter, puisqu'on a un ministre très transversal sur ce plateau, Bruno Le Maire explique que la croissance est une des meilleures en France par rapport à d'autres pays. Alors, on s'est beaucoup comparé pendant toute cette année entre les Allemands, entre les Anglais, entre les Italiens. Vous la sentez, cette reprise en septembre? Certains disent on va avoir un rebond d'activité parce que la stratégie du gouvernement a été une aide massive. D'autres disent attention, il y a eu quelques effets d'aubaine dans des villes moyennes de province où des artisans ou des commerçants, finalement, à Paris, évidemment, 10 000 euros, ça ne représentait pas grand-chose, mais pour des petites villes de province, c'était plutôt... vous y croyez, cet effet d'aubaine ? Est-ce que certains ont profité de la situation ? Je vais vous dire très clairement, il y a des contrôles qui sont faits, il y a eu des contrôles qui ont été faits, il y en a toujours. Maintenant, moi, je souhaite qu'on ne pointe du doigt personne en la matière. Vous savez, mes parents étaient commerçants artisans, je vois bien ce que c'est, les difficultés quand on est tout seul avec un salarié dans cette situation de crise sanitaire. Donc, moi, avant qu'on pointe du doigt les quelques rares personnes qui auraient pu éventuellement détourner la solidarité nationale de son objet, c'est une question d'équilibre. On parle de l'immense majorité de ceux qui en ont besoin, et c'est à cela que je veux m'adresser. Non, vous avez mené une stratégie de territorialisation et peut-être qu'il aurait fallu territorialiser les aides. Les loyers ne sont pas les mêmes à Fécamp qu'ils sont dans le 18e arrondissement de Paris. Ce n'est pas les mêmes loyers. Donc évidemment, les aides ne sont pas les mêmes. Vous comprenez bien cette réalité. C'est aussi pour ça qu'on a regardé le chiffre d'affaires et c'est aussi pour ça qu'on regarde les stocks aujourd'hui. Parce qu'évidemment, les réalités, alors vous savez, les réalités, elles sont différentes géographiquement, mais elles sont aussi sacrément différentes d'un secteur d'activité à l'autre. Et donc tout cela, évidemment, et regarder, mais il faut mettre un cadre. Nous avons mis un cadre, et à chaque fois qu'il y avait des trous dans la raquette, et bien à chaque fois avec Alain Griset, à chaque fois avec Bruno Le Maire, nous avons trouvé, avec les représentants des professions, des solutions pour permettre aux entreprises d'avoir la tête au-dessus de l'eau. On va se quitter, Laurent Patriachevski. Vous êtes donc toujours candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France, qui est une région industrielle, sinistrée à certains égards. Vous devez entendre beaucoup de salariés qui vous disent « j'ai peur de perdre mon emploi ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord que la responsabilité de la région en matière économique est réelle. Oui. Et donc tous ceux qui aujourd'hui se présentent à cette élection régionale doivent regarder ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, je peux vous dire, c'est que dans le gouvernement dans lequel je suis, l'action très forte d'Agnès Pannier-Runacher sur le terrain, notamment dans le Pas-de-Calais, mais pas que, les territoires d'industrie, les actions extrêmement fortes que nous avons engagées partout dans les Hauts-de-France comme partout en France, eh bien, montre la volonté du gouvernement auquel j'appartiens de transformer l'économie de cette région. Que ceux qui, aujourd'hui, sont en responsabilité, et y sont depuis plus de 25 ans, viennent nous expliquer qu'il faudrait tout d'un coup baisser les impôts de production. Que ne l'ont-ils pas fait avant? Comment se fait-il que le président sortant de la région aujourd'hui découvre qu'il faut baisser les impôts de production? Que ne l'a-t-il pas fait pendant les 25 années où il a été au pouvoir? Enfin, c'est tout à fait hallucinant, ce genre de comportement. Et d'ailleurs, vous savez, les citoyens ne s'y trompent pas. Ils regardent ce que vous avez fait avant d'entendre les promesses que vous allez leur faire. Il y a un bilan. Vous savez qu'on n'est jamais élu sur un bilan. Ou réélu sur un bilan. C'est une règle. Ça n'empêche pas d'avoir un peu de cohérence dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit. Absolument. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, Laurent Pietraszewski, à nous avoir éclairé sur pas mal de sujets autour de cette santé au travail, notamment dans les entreprises, parce que vous aviez été interpellé, rappelons-le, par la CFDT et par le président du MEDEF. Merci. Et en charge des retraites. Vous avez vu, on n'a pas eu le temps d'en parler, comme si ce sujet était passé. Vous avez toujours plaisir à venir chez nous et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Jepi Koudadje, merci, vous reviendrez aussi, parce que le télétravail, j'ai peur qu'on continue à en parler encore quelques mois. Mais c'est plutôt un sujet de consensus et de dialogue social de proximité. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt être optimiste sur le fait que c'est, pour certains, n'oublions pas que tout le monde n'est pas concerné par le télétravail, évidemment, une nouvelle forme d'organisation du travail, mais qui ne peut pas être, à mon avis, exclusive. Et une nouvelle manière de vivre aussi. Quand on est en télétravail, c'est un changement de rythme de vie et même de transport. Certains sont fatigués de
faire des heures de voyage, ils peuvent travailler à domicile ou dans des lieux tiers. Tiens, c'était un sujet important pour les élus locaux. Merci Gépi Kouliadjé, avocate en droit social au barreau de Paris, enseignante à Paris. C'était un plaisir de vous accueillir tous les deux pour ce face-à-face. Tout de suite, c'est la pause café. Vous la connaissez, cette pause café un peu décalée. C'est avec Fanny Griesmer. Les enfants, les ados, n'aiment pas trop le métier de leurs parents. Ils veulent faire autre chose. Ils ont une quête de sens différente. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On en parle. Fanny Griesmer, voilà, vous passez après Laurent Pietraszewski qui a dit, qui est beaucoup plus grand que moi, visiblement. Qui est plus grand et qui a dit beaucoup de choses aujourd'hui sur ce qui nous attendait dans les mois à venir. C'est intéressant le télétravail parce que justement, on est très, très raccord avec ce qu'on vient d'entendre. On va faire un peu de sociologie parce que le télétravail a aussi modifié le regard des enfants, des adolescents sur leurs parents. Ils ne les voyaient pas travailler avant, ils les voient physiquement. Ça change tout. Oui. Alors c'est vrai que le Tu fais quoi, papa? a bousculé notre organisation, ça c'est un fait, hein. Nos modes de communication également, mais il a bousculé également la perception que vos enfants ont de votre métier, de ce que vous en disiez auparavant, de ce qu'ils imaginaient aussi, à ce qu'ils en voient aujourd'hui, alors que votre bureau s'est délocalisé dans votre salon. Clairement, on est passé du fantasme à la réalité, et c'est le choc. Donc ça veut dire qu'on voit physiquement son papa, sa maman, et qu'il faut quoi? Il faut parler de son job à ses enfants? Alors déjà, c'était déjà le cas avant. Hein. Ouais. Vous avez souvent eu ces questions. Que font donc papa et maman pendant que je suis à l'école? Pourquoi rentrent-ils si tard? À quoi ressemble l'endroit où ils travaillent, hein? Les petits se posent dès le plus jeune âge toutes ces questions, des questions sur le métier de leurs parents. Et c'est en fait souvent le fait de devoir partir le matin, partir travailler, de disparaître pendant la journée qui soulève de nombreuses questions chez les enfants. Un questionnement qui vous amène donc à justifier votre absence et à expliquer, ou du moins tenter d'expliquer, ce que vous faites pendant la journée loin d'eux. C'est pas toujours simple. Ah oui. C'est pas toujours simple d'expliquer à ses enfants ce qu'on fait. C'est vrai que si vous avez un métier très concret ou assez parlant, pompier, on voit à la télévision, pompier, je sais pas, vétérinaire, policier. Bon là, sûrement vos enfants. Infirmière. Aussi. Métier uniforme. Souvent, ça aide beaucoup. Bon, votre métier, pour être simple, fait un peu rêver vos enfants, et ils savent peut-être autant de vous ce que vous faites pendant la journée que vous-même. Mais si vous êtes, je sais pas, consultant, analyste, asset manager, là, il y a fort à parier que vos enfants, quel que soit leur âge, n'ont aucune idée de ce que vous faites de vos journées. Bon, et pour vous, c'est beaucoup plus difficile de trouver les mots pour expliquer ce que vous faites. Expliquer simplement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Aussi, défi de taille pour les fonctions les plus abstraites. Il s'agit de présenter les choses le plus concrètement possible, peut-être en utilisant des images. Souvent, on conseille d'ailleurs de calquer un petit peu le rythme des enfants et le déroulé de sa journée sur la vôtre. Voilà, leur dire que vous aussi, vous croisez des collègues. Que, on va aux toilettes. Le manager, c'est le maître, la maîtresse, et que vous aussi, vous allez à la cantine d'entreprise comme lui, il va à la cantine. Il s'agit effectivement de donner du sens à ces images. Le sens aussi qu'il revêt pour vous. Bon, alors, entre nous, rien ne vous empêche d'enjoliver un petit peu la réalité, et c'est ça aussi qui va faire travailler leur imaginaire. Le télétravail aujourd'hui, c'est ce que les enfants perçoivent, c'est la stricte réalité, quoi. C'est un peu dur, c'est moins fun. C'est clairement moins fun. Mais je voulais juste revenir sur un point, c'est que les psychologues s'accordent à dire qu'il faut répondre à ces questions. Si vous avez du mal à simplifier les choses, essayez autant que possible de le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, en leur expliquant exactement ce que vous faites pendant leur journée, ils peuvent se construire une représentation de votre journée pendant que vous êtes loin d'eux. Explication simplifiée suffira clairement à satisfaire leur curiosité. L'objectif premier, c'est déjà de dissocier le concept même du travail de l'angoisse que peut générer votre absence. Ça, c'est important. Et puis, partager votre occupation professionnelle leur permettra aussi de construire des points de repère dans leur propre vie en vous prenant comme modèle, j'ai envie de dire ou pas, mais et on sait à quel point l'identification est très forte chez les enfants, mais aussi très structurante. Alors, vous le disiez, effectivement, le télétravail a presque tout changé. Oui, patatras. Avant, vous partiez tôt le matin, votre retour était parfois tardif, mais aujourd'hui, vous travaillez à la maison, parfois même aux côtés de vos enfants. Dans ces cas-là, c'est un casse-tête qui peut donner des sueurs froides
on le sait, mais pas seulement. Il y a un autre aspect à prendre en considération, c'est que désormais, vous travaillez sous les yeux Et de oui. vos enfants. Ça démythifie. Et le résultat est assez, je ne sais pas si c'est logique ou surprenant, hein, je trouve plutôt logique. Votre travail ne les fait plus rêver du tout. Et oui, auparavant, même si vous leur apportiez des éléments d'explication très concrets, hein, leur imaginaire prenait souvent le pas. Bref, vous êtes ingénieur en informatique, bah lui, vous imaginez, je ne sais pas, chapeautant une armée de robots. Hein. Donc l'imaginaire fonctionnait plutôt pas mal. Donc avant la pandémie, dès que vous partiez travailler, hein, vos enfants s'inventaient un monde dont vous étiez le héros, mais ça c'était avant. Donc le télétravail démythifie tout cela Et oui. et tue un peu le rêve, quoi. Il tue le rêve. Ce qu'il voit, c'est la stricte réalité. Vous ne sauvez pas le monde, vous ne tuez pas les méchants. Non, vous pianotez toute la journée sur votre ordinateur, vous parlez à des gens devant une caméra, vous passez vos journées derrière un écran en sirotant café sur café. Bon, la réalité est beaucoup moins trépidante que celle imaginée par vos enfants. Pour eux, l'aventure s'est arrêtée, hein, un petit peu dans leur tête surtout. Déception, pour ne pas dire choc. Puis il y a aussi ce stress que vous laissiez peut-être derrière vous ou au bureau en partant le soir, et qu'aujourd'hui vous partagez en famille, gaiement ou pas, et les enfants y sont particulièrement sensibles. Bon, vos enfants sont devenus spectateurs, voire observateurs, et cela a un impact très fort sur la représentation qu'ils ont de vous, de votre métier, mais aussi du travail en général. Fanny, rapidement, c'est un mal pour un bien ? Oui. Mais en tout cas, il y a une professeure de psychologie à l'université de Boston, Kimberly Howard, qui pense que la situation n'a pas que des inconvénients. Le télétravail permet d'exposer les plus jeunes à une vision plus réaliste du travail. On lève le voile sur des pans de la vie professionnelle qui ne sont pas forcément très prestigieux, mais néanmoins importants. Donc c'est l'occasion pour les enfants de mieux cerner ce que vous faites réellement de vos journées. Hein. Loin du fantasme et surtout des images véhiculées par la télévision, le fantasme qui se dessine au plus jeune âge et qui peut vous accompagner un petit bout de temps, hein. Généralement jusqu'aux premières désillusions qui correspondent peu ou prou à vos premiers pas dans la vie professionnelle. Alors, est-ce que ça va vraiment avoir un impact ? C'est ça la question. Sur peut-être l'orientation de vos enfants et adolescents. Là, on attendra plusieurs années. Est-ce qu'ils vont vraiment revoir la manière dont ils envisagent leur future carrière ? Et est-ce qu'ils voudront rester à la maison, assis derrière un ordinateur comme papa ou maman, ou donner un sens à leur vie loin du sillon creusé par leurs parents quelques années plus tôt ? Telle est la question. Eh oui. On se retrouve dans 10 ans. Smart Job aura 10 ans et on saura. On fera le point. On fera un petit bilan. Merci Fanny. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle chronique, une nouvelle pause café. Tout de suite, ces fenêtres, c'est bien dans son job. Fenêtre sur l'emploi, vous avez vu, je suis perdu dans mes rubriques. Et on s'intéresse au CV pour recruter évidemment. Et on va accueillir 2 personnalités. Oui, d'habitude on a un invité, mais là on en a 2. Regardez. Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique, vous le savez. Recruter en toute facilité grâce à, non pas un invité, mais 2 invités. On a choisi d'inviter 2 frères, vous allez le découvrir, ils sont jumeaux. Vous vivez la même vie et vous partagez la même entreprise, la même vie professionnelle, évidemment. Arnaud Boguillot, c'est vous. Vous êtes fondateur de Copte, un CV. Et Xavier, votre frère jumeau, qui est avec nous. C'est la première fois qu'on accueille d'ailleurs des jumeaux sur ce plateau. Xavier Boguillot, fondateur de Copte 1 CV, puisque c'est la même chose. D'abord, racontez-moi le début de votre aventure. Arnaud, Xavier. Alors, le début de notre aventure, il est assez simple. En fait, on a créé depuis 5 ans un cabinet de recrutement. Et on s'est rendu compte petit à petit que dans nos recrutements vers les entreprises, qu'on avait un système de recrutement par cooptation qui fonctionnait plus ou moins bien en fonction des structures. Et on s'est dit, on a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Cooptation, ça veut dire je connais un tel. C'est ça, donc la cooptation, oui, rapidement, la cooptation c'est quoi ? Le recrutement par cooptation, en fait, c'est le fait de proposer une connaissance pour pourvoir un poste qui est justement à pourvoir. On se porte garant pour elle, on dit Exactement. lui il est super bien, tu peux le prendre. C'est ça l'idée. C'est exactement ça, ouais. Ça existe depuis des années et des années dans les entreprises, c'est juste que c'est pas forcément officialisé et le process n'est pas forcément clair pour tout le monde. Exact. Donc voilà, l'objectif là aujourd'hui c'était vraiment de créer un vrai outil de communication et de transparence pour toute la société. Expliquez-nous, c'est une plateforme, c'est un outil tech que vous avez créé. C'est ça, en fait c'est un outil qui est disponible soit sur téléphone, donc sur tout type de téléphone, ou sur ordinateur depuis Internet. Et cet outil est accessible en fait à tous les collaborateurs d'une structure. Vraiment en interne de la structure,
on va dire. Et ils y glissent quoi? Ils y glissent le nom de la personne, ils disent je connais quelqu'un qui... Comment ça se passe? C'est ça. En fait, les recruteurs de la structure vont pouvoir mettre leurs offres d'emploi en ligne. Tous les collaborateurs seulement en interne vont avoir accès à ces offres d'emploi-là. Et justement, ils vont pouvoir aller coopter directement des personnes en cliquant sur l'offre. Ils vont voir l'offre. OK, bon, je pense, il y a mon cousin qui peut être intéressé par cette offre-là. Je clique sur coopter, je mets son CV. C'est ça, en fait, En fait, c'est excusez-moi, c'est du recrutement participatif parce que hier, il y a quand même l'idée que c'est pas des professionnels, mais c'est finalement des agents qui vont accompagner. On est parti du principe que nos collaborateurs sont un peu nos meilleurs ambassadeurs parce qu'ils connaissent nos structures, ils connaissent nos besoins, ils connaissent même au niveau de la politique et de la stratégie de l'entreprise les bonnes personnes à recruter. Et donc, autant profiter de ces connaissances-là et de ces ambassadeurs pour pouvoir faire parler notre structure et recruter des postes qui ne sont pas forcément... Pour le dire simplement, Copt, un CV, c'est quand même une entreprise qui s'implémente sur des grands groupes, on est d'accord? Non, ça marche, j'imagine que ça marche sur les PME bien sûr, mais c'est quand même plutôt des grands groupes. C'est sûr que la cible de base est surtout les grands groupes. Après, on voit que justement, là, vous venez d'en parler avec le développement du télétravail, tout le monde est un petit peu dispatché dans son coin. C'est vrai. Et du coup, même une PME, TPE de 50, 100, 150 personnes, au bout du compte, si tout le monde est chez soi, ça permet d'avoir un outil de communication. Mais la cooptation, c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais comme ça, qui passe sous les écrans radars, en fait. C'est un sujet, c'est du off. Tiens, je connais un tel. Le fait de l'institutionnaliser, c'est-à-dire de le professionnaliser, ça ne tue pas justement ce côté un peu spontané? Justement, c'était tout là l'objectif en fait, de notre idée, parce que souvent, là, on nous confronte à la question de dire quelle est la différence entre la cooptation et le piston? Ah oui. Et en fait, justement, le piston, on a un peu le côté négatif de dire c'est qu'une personne, c'est qu'une partie de l'entreprise qui va avoir accès à l'information, qui va pouvoir coopter justement des personnes, donc pistonner des personnes. Alors que là, quand on officialise la cooptation avec un outil où tout le monde a le même niveau d'information, ça permet justement d'arrêter d'avoir un système de piston et tout le monde peut coopter sur toutes les offres ouvertes. Les entreprises, comment elles réagissent quand vous leur proposez d'institutionnaliser à travers une plateforme l'idée que le recruteur, c'est plus qu'un recruteur professionnel, mais il va s'appuyer sur une sorte de somme de réseau d'individus. Comment on garantit la fiabilité? C'est-à-dire que moi, je connais quelqu'un qui est très bien, mais il n'est pas forcément... Moi, je ne suis pas un professionnel de la formation, ni du recrutement. Donc, comment je sais si mon pote match ou pas? Comment ça se passe? Il y a de l'écrémage après, j'imagine. C'est ça. Donc, en fait, oui, il y a un système d'écrémage. C'est-à-dire qu'en fait, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un job board assez classique. On va recevoir plusieurs candidatures, mais qui sont des cooptations. Et au niveau des ressources humaines ou du recrutement, on va sélectionner justement les bonnes candidatures qu'on va pouvoir faire avancer dans les process. Mais voilà, on n'est pas obligé de sélectionner toutes les candidatures, mais il y a ce système de communication et on va dire d'égalité avec tout le monde pour faire en sorte que même si je propose une cooptation qui n'est pas recrutée au final, j'ai quand même eu un suivi, je sais pourquoi elle n'a pas été recrutée et justement on efface un peu de ce côté piston, on se demande pourquoi vous avez recruté la personne qui a été cooptée par mon collègue et pas moi. Donc là, c'est justement l'objectif, c'est de donner de la transparence. Oui, ils ont favorisé un tel parce que hiérarchiquement, il est au-dessus de moi. C'est ça exactement. Et donc, il faut en fait le rendre un peu plus linéaire. C'est ça, et en plus, justement, pour rebondir là-dessus, c'est encore une fois, c'est dire la cooptation, ça permet justement d'avoir des bonnes personnes. Et il y a plusieurs études qui le montrent, je ne vais pas vous sortir des chiffres pour être sûr de ne pas me tromper, mais l'APEC, justement, typiquement, a fait beaucoup d'études là-dessus où les recruteurs disent avoir une qualité de CV beaucoup plus importante en passant par la cooptation, vu que c'est des personnes de l'entreprise qui connaissent justement la culture d'entreprise, les besoins, et aussi qui vont mettre notre image en jeu. Moi, si je coopte quelqu'un dans mon entreprise, on s'engage. Derrière, c'est marqué Arnaud Boggio. On se porte garant pour la personne qu'on C'est exactement ça. Et du coup, on coopte pas n'importe qui. Et en plus de ça, juste pour finir là-dessus, le fait aujourd'hui, le recrutement, on arrive de plus en plus sur un recrutement des compétences, mais aussi du savoir-être. On parle de plus en plus du savoir-être. On veut recruter des savoir-être et pas forcément que des compétences. C'est vrai, c'est les soft skills, bien sûr. C'est ça exactement. Et c'est compliqué pour un soft skill sur un CV. De connaître les personnalités. Alors que là, un ami connaît la personnalité, c'est que c'est quelqu'un qui travaille en groupe ou un combattant, un compétiteur. La suite de votre aventure, c'est quoi? Parce que vous l'avez créé quand Alors l'application, ça fait 2 ans que nous on la développe. Elle a été commercialisée. On a nos premiers clients depuis ce début d'année. Et en fait, pour vous donner un peu l'image de la structure, nous on a créé l'entreprise KeepLink qui distribue Coopte un CV. Donc on va dire pour ambition dans cette entreprise. C'est une nouvelle marque que vous avez. C'est ça, exactement. On a comme ambition avec l'entreprise KeepLink, c'est de créer une communauté en fait dans l'entreprise, se dire on travaille tous ensemble. Autant aller être plus que juste travailler, on peut faire plein de choses ensemble, du covoiturage. Pourquoi KeepLink d'ailleurs? KeepLink, garder le lien. En fait, c'est créer une communauté connectée au sein de votre entreprise pour dire, on n'est plus direction et dirigé, entre guillemets, mais on travaille tous ensemble à un même but. Et le but, il passe par le recrutement, il passe par le déplacement, il passe par plein de choses. Donc là, on commence par Coopte un CV, mais on a dans l'objectif de développer des applications par la suite, dans la même idée, sur le covoiturage, sur des boîtes à idées dématérialisées, des choses comme ça. Donc vous gardez l'idée qui peut s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres. Oui, complètement.
c'est ça le but. Hein. On s'engueule parfois quand on est jumeaux et qu'on bosse dans la même boîte? Non, on nous avait beaucoup dit ça, en dire Ouais. travailler en famille, ça peut être compliqué, etc. Ouais, les jumeaux, enfin, c'est peut-être de rapport comme ça, de Jumeaux, gémellité. On est franc, il n'y a pas d'arrière-pensée. Quand on a quelque chose à se dire, on se le dit. Et je pense que ça résout pas mal de Et problèmes. je pense que ça permet justement de ne pas s'engueuler. Parce qu'au contraire, Ça on va évite se le ça. dire directement, et au moins on va pas au stade où on va s'engueuler et ça va clasher. Donc non, là, ça fait maintenant 5-6 ans qu'on travaille ensemble. Donc c'est une belle aventure que vous vivez entre frères, parce que Oui. les jumeaux ne travaillent pas forcément ensemble. Hein. Non, Les- c'est sûr. Les c'est sûr jumeaux, que- c'est une aventure incroyable sur le plan humain. Ouais, au début, on n'a pas voulu non plus faire trop de com communication par rapport au cabinet de recrutement. Ça fait 5-6 ans. Ouais. Tout le monde ne sait pas, on ne s'est pas appelé les jumeaux du recrutement. Ouais, non vous auriez plus. pu vous amuser aussi. C'est ça, Ça n'a pas c'est un beaucoup peu de temps à notre petite marque à Bah ouais, côté. c'est original. Mais voilà, après ça se fait petit à petit et c'est vrai que ça fait un élément. Souvent, on nous retient au moins pour ça. Quoi. C'est les jumeaux, ok, c'est les jumeaux. Et on s'ouvre un petit peu, on travaille pas seulement les deux. Sur Coptin CV, l'équipe Link et Coptin CV, on a aussi un associé, un ancien directeur d'une grosse structure de logistique. Sur notre cabinet de recrutement, on a embauché cette année un alternant. On essaye aussi de ne pas rester seulement dans notre cocon à nous, essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Parce que Enfin, ça peut être un élément effectivement de visibilité C'est sûr. supplémentaire. pourquoi on est On deux peut aujourd'hui jouer là-dessus. Copt, un CV, pas Copt, un CV, MyCV, pas de souci. Copt, un CV, mais qui en fait est relié et à distribué par Kiplin. Kiplink. C'est ça, c'est Kiplink, la structure mère, qui distribue l'outil Coptin CV. C'est ça, donc c'est important de resituer les Voilà, marques parce qu'à l'origine vous êtes dans le recrutement, il faut le préciser, et là vous implémentez une plateforme, un outil collaboratif, on peut l'appeler comme ça. C'est exactement ça, c'est un peu en plus, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. On parle beaucoup de marques employeurs, tout le monde a dû entendre parler d'employeurs. Évidemment, on en parle beaucoup sur ça. Expérience Et candidat. ben voilà, ça parle d'ambassadeur. Là, voilà, tout le monde est un ambassadeur et la marque employeur est faite par tout le monde dans la société. Avant de nous quitter, vous avez fait les mêmes études, je ne vous ai pas demandé. On a eu un petit, lui en licence, est parti au Je suis Canada. parti un an au Canada plutôt côté administration des affaires. Arnaud est resté plutôt RH toutes ses études. Donc séparés pendant C'est un ça. an, Et on s'est retrouvés en master 2 en fait les deux dans la même, enfin pas dans la même classe, mais sur les mêmes études en RH. Ouais. ça, vous êtes retrouvés pour C'est bâtir ce projet Exactement. que vous présentez et qui existe bien vivant depuis 2 ans. C'est ça. Cette maintenant, plateforme, elle existe, Coops, un CV. Ça sera le mot de la fin. Merci Merci à à vous. Arnaud, Oui. Xavier. C'est Vous avez vu, exactement je ne me suis ça. pas trompé Bien parce que joué. c'était pas si simple. Je ne vous avais jamais rencontré auparavant. Non. Merci à vous, messieurs, d'être venus Merci sur pour le l'invitation. plateau. Merci à Fanny Griesmer, toute l'équipe évidemment de réalisation, Romain Luc, à la réalisation, Justine au son, Pauline Gratel et Margot aujourd'hui à l'accueil invité. C'est un plaisir évidemment d'être avec vous chaque jour. Je serai là demain en direct avec le Cercle des Experts. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité. On en parlera et je serai là évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.